Démocratie, démocratie, des mots de trop. Démocratie, démocratie, des mots en des mots. Sur les chemins de La démocratie est devenue enfin un sujet de critique, de contestation et de débat. Mais elle est aussi le fondement d'expérimentation dans des mouvements sociaux, comme l'étaient les ronds-points et assemblées des Gilets jaunes, dans certaines communes, dans les ZAD, dans des associations, dans des villages démocratiques créés de toutes pièces comme celui de Pourgue. Là où il y a aussi le début de leçons à en tirer. Le gouvernement du peuple par le peuple, qui n'est que ce que déterminent des groupes sociaux pour vivre ensemble, prendre des décisions ensemble. Je sais bien qu'évoquer à nouveau que ce sont des enfants de nos classes uniques de troisième type d'autrefois qui m'ont tout appris de la démocratie peut paraître peu sérieux. Et pourtant, je vais, dans ce premier podcast, essayer de développer ce qu'ils m'ont appris en 7 points qui me paraissent essentiels. Le premier point. Une de ces principales leçons que ces enfants nous ont données, c'est qu'en dehors de petites structures hétérogènes dans leur composition et dans les frontières d'un territoire commun de vie, il n'y a pas de démocratie directe ou participative possible entre individus. Et cela n'est que du bon sens. Pour qu'un collectif se crée et puisse prendre des décisions qui correspondent aux intérêts de chacun sans léser les intérêts de tous. Il est nécessaire que tous puissent se connaître, se reconnaître et être reconnus. Il est nécessaire que chacun puisse percevoir l'ensemble et se percevoir dans l'ensemble. Il est nécessaire que chaque parole puisse être exprimée et écoutée. Il est nécessaire que l'ensemble puisse agir sur son propre territoire, son aménagement et son fonctionnement. Dès que cela n'est plus possible, alors il s'agit d'immenses troupeaux qui ont besoin d'un chef pour au mieux les guider, généralement pour les commander. La démocratie nécessite l'autonomie de l'espace où elle peut s'exercer. Autonomie n'étant pas autarcie. Dans nos classes uniques, espace où vivaient ensemble une grande partie de leur temps des enfants de 4 à 10 ans. Leur capacité relationnelle, comme celle de la perception des autres, limitait la taille de leur structure à une trentaine maximum, suivant leur espace disponible, appropriable, aménageable et autogérable. Avec des adultes, on peut concevoir qu'il s'agit alors de villages ou de quartiers. Cette constatation commence à être perçue, vu les appels de plus en plus nombreux à agir d'abord au niveau du local. L'accroissement des structures territoriales et sociales, jusqu'à la mondialisation aujourd'hui, n'a jamais été une volonté des populations. Les nations, monarchies, États, empires n'ont rien à voir avec une évolution darwinienne qui aurait été naturelle. Cela a toujours été des dominants ou castes de dominants qui ont imposé par la force et par la conquête l'intégration ou la destruction des petites structures territoriales, politiques, économiques et sociales, dans de vastes structures artificielles contrôlées par leurs outils que sont les États, et qui découpent ou regroupent alors les territoires conquis pour mieux les administrer et les contrôler.
Les colonisateurs ont par exemple totalement déstructuré le continent africain, dépossédant leurs habitants non seulement de leurs ressources, mais aussi de tout pouvoir sur leur propre vie dans des espaces qui n'étaient plus ceux qu'ils avaient constitués pendant des millénaires. Pour agréger ces populations en leur donnant l'impression qu'elles l'ont voulu, on est passé des monarchies aux républiques, en principe régulées par une constitution élaborée par les dominants. L'État est devenu quasiment le personnage central de vastes regroupements humains artificiels. Raison d'État, secret d'État, scandale d'État. L'histoire enseignée n'est faite que de cela. Les recherches historiques enseignent aussi que l'extension de la taille des structures politiques, sociales et économiques, en accentuant immanquablement l'accaparation des ressources par des minorités, aboutit inexorablement à leur implosion et à leur disparition. La fin de tous les empires est inexorable. Malheureusement, il y a toujours eu des minorités pour en conquérir de nouveaux. Il existe encore, au fond des forêts amazoniennes ou dans des endroits perdus, ce qu'on appelle des micro-sociétés primitives ayant, elles, perduré pendant des millénaires. Il y a eu les micro-sociétés amérindiennes, africaines, éliminées par la colonisation. Il y a eu aussi celles des quartiers de la Commune de Paris, des fermes autogestionnaires de la République espagnole, voire les premiers soviets. Universalis nous dit que ce sont des sociétés indivisées et pour cela chacune se veut une totalité. Société sans classe, pas de riches exploiteurs des pauvres, société sans division en dominant et dominé. Pierre Clastre, dans l'anthropologie anarchiste, la question du pouvoir dans les sociétés primitives, décrit comment les premiers Européens jugèrent les Indiens d'Amérique du Sud à l'aube du XVIe siècle. Je cite : « Constatant que les chefs ne possédaient aucun pouvoir sur les tribus, que personne n'y commandait ni n'y obéissait, ils déclaraient que ces gens n'étaient point policés, que ce n'était point de véritable société, des sauvages, sans foi, sans loi, sans roi. » Donc, la démocratie en tant que gouvernement par le peuple ne peut exister que dans de petites structures autonomes. Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Sur le chemin de la démocratie, nombreux se sont perdus. Démocratie Amazonie, démocratie à qualité, démagogie, démocratie, Et alors, deuxième point, qu'est-ce qui justifie et nécessite la démocratie ? Dans les frontières d'un espace de vie en commun, tous les membres de ce qui constitue une communauté sont dans des interdépendances. Je préfère l'interdépendance, qui est une réalité des espèces sociales, à la solidarité qui n'en est qu'une conséquence à laquelle on attribue une valeur morale. Souvent, la solidarité est en réalité de la charité. La démocratie est nécessaire d'abord pour favoriser et gérer ces interdépendances dans l'intérêt de tous. Une école traditionnelle n'a pas besoin de démocratie. Les enfants ne sont pas en interdépendance, mais sous la dépendance unique de l'adulte enseignant et de l'institution qui édicte ce que chacun doit faire et comment il doit se comporter. Domination, soumission. Dans une école du troisième type, où la vie dépend totalement des projets des uns et des autres, parmi les autres et ou avec les autres dans l'espace commun.
Seule la démocratie permet de rendre ces interdépendances fécondes et harmonieuses. La démocratie est d'abord le processus de l'autogestion, de l'auto-organisation. Troisième point. Ces petites structures sont nécessairement hétérogènes dans leur composition. L'hétérogénéité de nos classes uniques n'avait pas comme seule conséquence le développement cognitif de tous les enfants. Elle permettait bien plus facilement le développement de l'écoute, de la découverte et du respect de chacun, l'apport inattendu des différences. J'ai souvent expliqué comment les petits ouvraient les plus grands à l'audace de la créativité, les embarquaient dans la philosophie, participaient à la valorisation de chacun. En multipliant la variété des points de vue, elle permettait une perception globale des situations nécessitant des décisions ou une réorganisation par l'autogestion. Elle éliminait tous les contextes de concurrence ou de compétition. Il en est de même pour toute micro-société adulte. Plus leurs membres seront semblables, moins ils pourront appréhender toutes les facettes d'une situation, moins la pensée du collectif sera riche, et surtout, plus il y aura de concurrence ou de compétition entre chacun pour apparaître, pour se distinguer des autres. On m'avait parlé de ces chemins, de ces voies qui mèneraient vers demain. On m'en avait dit que du bien, que craindre, il n'y avait rien. Alors j'ai pris ces voies, nous les avons empruntées les autres et moi. Mais voilà longtemps qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche sur le sang, qu'on marche sur le temps, qu'on marche sur les gens, qu'on marche sur... Quatrième point. Pas de démocratie possible sans facilitation de la communication permanente. Dans nos classes uniques, notre premier souci était la mise en place d'un embryon de structure permettant toutes les interactions et interrelations possibles. Nous avions tous instauré un espace-temps clé, la réunion. À la fois place du village, agora grecque, réunion au coin du feu, conseil municipal. Si au début les petits n'y faisaient qu'une courte apparition, peu à peu ils restaient et participaient dans ce qui devenait un rituel où chacun percevait physiquement un collectif auquel il appartenait et auquel il contribuait. Ce qui est d'ailleurs une condition pour que chacun soit dans un état sécure, c'est-à-dire de confiance aussi bien en soi qu'envers les autres. La communication permanente était aussi assurée par la liberté d'aller et venir dans les différents ateliers, de s'intéresser à ce que d'autres y faisaient, rencontres permanentes. Elle était aussi assurée par les affichages, l'exposition et la discussion des productions, par tous les outils de communication vers l'extérieur. J'en parlerai dans le podcast suivant. Une micro-société d'adultes doit aussi élaborer tout ce qui permet la communication formelle et surtout informelle entre ses membres. Seule elle permet la connaissance et la reconnaissance de chacun. On a constaté la disparition mortifère pour la dynamique des territoires, des épiceries, des services publics, des bistrots. Et il ne s'agit pas seulement d'un problème économique, mais de la disparition des lieux naturels de rencontres et d'échanges. On constate actuellement le succès des cafés culturels et associatifs qui se créent, comme celui des AMAP, des épiceries solidaires, etc. Ces lieux réinstaurent la vie parce qu'ils sont ceux où les citoyens naturellement se parlent. La cité ne peut être perçue qu'à travers ce qui la fait vivre. Si, dans nos classes uniques, la réunion était la clé de voûte de la structure,
C'est aussi parce que les échanges n'étaient pas codifiés et limités et que tous participaient à ce qui était devenu un besoin naturel. Si on rapporte cela à des structures adultes, ce sont alors les assemblées citoyennes où, contrairement à un conseil municipal, tous peuvent participer, évoquer ce qu'ils veulent évoquer, être écoutés et y venir avec plaisir. J'ai raconté que dans ma classe unique, dans nos réunions bimensuelles avec les parents, il y avait café, boissons, gâteaux apportés par les uns ou les autres, enfants qui jouaient, s'occupaient. Et tous y venaient. Comme pour les enfants, percevoir que l'on fait partie d'un collectif, être bien dans ce collectif, est une condition pour l'exercice de la démocratie. Ce sont dans ces moments de communication collective non bridés que se crée l'intelligence collective. La démocratie dépend de ces moments collectifs où n'est pas forcément imposé un protocole à suivre ou de toujours aboutir à une décision. Vent. Et depuis, c'est de marcher vers nous qu'on a oublié sur les chemins de la démocratie. Je me suis perdu. Sur les chemins de la démocratie, ma colombe s'est envolée. Effrayée par les bruits de canon, les coups de feu et l'humain que nous profanons, la belle s'en est allée. Elle a volé, volé, volé en miettes sur les chemins de la démocratie. 5e point. Pas de démocratie possible sans la libération de l'expression. Bien avant de penser apprentissage, notre premier souci d'adulte dans nos classes uniques était la libération de l'expression. D'une façon générale, la société actuelle ne favorise pas l'expression de la pensée, des envies, des idées. Et les enfants sont plus ou moins conditionnés par la société. Cependant, un peu moins que les adultes. Il faut donc oser s'exprimer. C'est peut-être sur ce point que notre rôle d'adulte était le plus important, soit pour provoquer, aider chaque enfant en même temps qu'aider les autres à écouter, soit en utilisant un certain nombre de techniques connues de libération de la parole et de l'écrit, dont certaines mettent aussi en jeu le corps. Dans les écoles démocratiques, on n'appelle pas les adultes permanents des enseignants, mais des facilitateurs. Il est peut-être plus difficile de libérer la parole des adultes déjà formatés que celle des enfants. C'est pourtant une des conditions qui empêche l'émergence de la prise de pouvoir par des leaders qui, eux, maîtrisent le verbe. C'est d'ailleurs la caractéristique de presque tous les dictateurs. C'est peut-être aussi le seul point qui nécessite, au début, qu'il y ait au service des collectifs réunis quelques spécialistes de l'animation qui n'orientent pas les échanges ou ne se contentent pas de donner la parole, mais qui peuvent t'aider à formuler, à faire surgir ce qu'ils devinent, à faire rebondir ou approfondir ce qui peut paraître insignifiant, à réguler, à provoquer écoute et interaction. Et même aussi à utiliser d'autres moyens que l'éloquence. J'ai raconté comment les universités populaires parentales avaient stupéfié l'assistance bon chic bon genre lors de la présentation d'une année de leurs travaux, non pas par des discours, mais en les exprimant par des danses, des scénettes, des mimes, des chants, des tableaux. 6e point qui peut surprendre. Le vote est une violence démocratique. Ce que l'on appelle démocratie a comme outil principal le vote. Il ne permet d'ailleurs même pas de prise de décision par l'ensemble d'un peuple quand on lui en donne l'occasion.
ceux qui détiennent les rênes ont toujours un moyen de ne pas en tenir compte. Exemple du fameux référendum sur la Constitution européenne. Le vote permet seulement la prise de pouvoir par quelques-uns par l'intermédiaire de l'élection. Et puis, tout vote lèse nécessairement une minorité, voire trompe une majorité, puisque celle-ci ne maîtrisera plus ensuite ce que font ses élus du pouvoir qu'elle leur aura donné. Le vote induit aussi la lutte quasiment sauvage pour faire triompher une idée, un intérêt, au détriment des autres, et la frustration des perdants qui voudront être les prochains gagnants. Dans nos classes uniques, le vote n'était pas utilisé. Les décisions étaient la résultante d'un consensus. Mais ce consensus n'est possible que lorsque sont remplies les conditions déjà citées. Qu'une autre culture, c'est-à-dire un autre paradigme, se soit instauré. D'autre part, la caractéristique d'un consensus, c'est qu'il n'a de valeur opérationnelle que dans l'instant qui suit, qu'il est provisoire jusqu'à ce que sa mise en œuvre s'avère inefficiente ou qu'une situation, un événement, nécessite de le remettre en cause. Un consensus ne fiche pas une situation. Si une de nos classes avait besoin de déléguer quelques-uns des siens pour aller, par exemple, discuter d'un projet avec une autre structure, ou par exemple avec le conseil municipal, ceux-ci n'étaient que les porteurs de la parole collective préalablement et clairement définie. Ils n'étaient pas élus, mais choisis par le collectif comme pouvant assurer ce rôle provisoire et difficile s'ils l'acceptaient. J'ai perdu la paix. Vous m'avez dit démocratie. Non mais, Quoi? Sur les chemins de la démocratie, j'avais mon précieux bijou. Ce rare joyau qui jusqu'ici ornait mes jours. Dans ma course effrénée, j'ai dû glisser dans la boue et le perdre. Liberté, 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 dis-moi, où te retrouverai-je? Dis-moi, où? Sur les chemins de la démocratie. Et enfin, le 7e point. Pour qu'elle s'applique, une démocratie n'a pas besoin de sanctions, voire d'instances de justice. Si les règles de fonctionnement ont été établies démocratiquement pour répondre aux aspirations et besoins individuels dans l'intérêt collectif, c'est le dysfonctionnement lui-même provoqué par les dérogations à ces règles ou par des règles elles-mêmes inopérantes qui fait l'objet d'une remise en question collective. Au lieu de désigner et sanctionner un coupable, on cherche les causes en amont. Nous avons toujours fait ainsi dans nos structures d'enfants, en éliminant les menaces qui vident de leur sens l'utilité d'une règle, souvent figée dans une loi. Une démocratie ne s'instaure que pour satisfaire les besoins et les intérêts de chacun dans l'intérêt de tous. Et les enfants comprennent très facilement cela. Voilà, ce sont les principales conditions qui nous étaient apparues pour qu'existe une démocratie, et les enfants prouvaient alors que celle-ci était possible. Cela m'avait convaincu que l'espèce humaine était bien naturellement une espèce sociale, et que la violence entre ses membres n'était pas naturelle comme on le prétend. Mais à condition qu'on laisse chacun des groupes s'auto-organiser sur les territoires qu'ils habitent. Dans la suite du prochain podcast, j'évoquerai comment nous avions pu arriver à cette démocratie et comment de petites structures autonomes peuvent être en interdépendance démocratique aussi avec d'autres petites structures. Sur les chemins de la démocratie.
Sur les chemins de la démocratie, j'avais mes frères, j'avais mes sœurs. Ensemble nous marchions, ensemble nous mangions, ensemble nous avons rencontré Monsieur Intérêt. Il a dit, ami, ami, mais je n'ai vu que Zizani, mes frères devenus ennemis. Sur les chemins de la démocratie, nos chemins se sont séparés. Vous m'avez dit démocratie, mais des mots quoi? Sur les chemins de la démocratie. Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Sur les chemins de la démocratie, nombreux se sont perdus. Démocratie Amazonie, démocratie à qualité Magogie, démocratie, démon, des mots. Sur les chemins de la démocratie, je suis perdu. Sur le chemin de la démocratie, nombreux se sont perdus. Démocratie Amazonie, démocratie à qualité Magogie, démocratie, démon, des mots. Démocratie, démocratie, démocratie.